Lorsque l'on a la chance et l'honneur de vivre aux Émirats Arabes Unis, il est indispensable de connaître l'histoire de cette nation à nul autre pareil. Après avoir visité l'ensemble des Émirats et dévoré tous les ouvrages écrits sur cette nation, j'ai eu la chance de me lier d'amitié avec de véritables Émiratis, notamment Awad, qui a honoré toute ma famille en nous expliquant toutes ses traditions et sa culture. Après les périodes troublées que nous venons de traverser, nous ne pouvons qu'être fiers d'être résidents d'un pays aussi remarquable, qui sait faire de chacun de ses habitants un Émirati sous la conduite de dirigeants éclairés. Ces derniers mois, nous avons tous développé une peau plus épaisse et une chair plus dure, pour reprendre la métaphore de son Altesse Mohammed bin Zayed. Mais poursuivons maintenant notre histoire. Laissons maintenant Awad nous transporter dans l'histoire, porté par les ailes de ces magnifiques faucons. Le pétrole n'explique pas tout. Ce sont avant tout la vision et les valeurs des pères fondateurs qui ont fait de cette nation une terre d'accueil pour tous, dans le respect de chaque individu. Saint-Exupéry, ce formidable écrivain français, avait très tôt compris toute la beauté du désert. Ses textes et ses citations mettent toujours en lumière cette magie unique. Cette lumière silencieuse s'applique parfaitement aux Émirats, devenus un véritable phare de paix dans les temps particuliers que nous vivons aujourd'hui. Pour ma part, je suis tombé amoureux de cette terre, ce que je pourrais résumer par cette simple phrase. L'histoire de ce pays a débuté plus de 7500 ans avant Jésus-Christ. Il apparaît que la créativité et l'esprit de conquête ne sont pas nouveaux dans cette région du monde, qui travaillait déjà le bronze alors qu'une grande partie de l'humanité n'en maîtrisait pas encore l'usage. Vers 2600 ans avant Jésus-Christ, les habitants construisaient déjà des habitations permanentes, de véritables bâtiments modernes pour leur époque, en fait, des visionnaires. Mais remonter plus de 10 000 ans en arrière serait trop long pour notre récit. Faisons donc un bond au XVIIIe et XIXe siècle pour commencer cette histoire, en espérant que les Émiriens me pardonnent ce raccourci historique. Deux grandes tribus ont profondément marqué les origines de ce pays, les Kawassim au nord et les Baniyas au sud. Essayons de comprendre ensemble leur héritage. Ces tribus partageaient un socle commun, fondé sur les traditions bédouines du désert. La vie s'organisait autour du majlis, où naissaient les décisions importantes, les poèmes et les récits. Il faut imaginer ces caravanes progressant sous un soleil écrasant, avec pour priorité absolue la survie des familles. Face aux situations d'urgence, il fallait prendre les bonnes décisions pour le bien commun et la sécurité de tous. Il n'y avait ni télévision, ni jeux vidéo, mais des conteurs, des poètes, des récits de voyage, et surtout l'art d'écouter les autres. Commençons notre voyage avec les Kawassim, installés dans le nord des Émirats, qui devinrent rapidement d'excellents marins et des commerçants hors pair. À cette époque, le Golfe arabe connaissait déjà un intense trafic maritime. Ces navigateurs expérimentés furent rapidement considérés comme des pirates par les Britanniques, alors qu'eux-mêmes estimaient simplement défendre leurs droits sur leur propre terre. C'est ainsi qu'est née l'expression « Côte des pirates ». Après ce passage par le nord, revenons maintenant aux Baniyas. Sharboud bin Diab en est devenu la figure emblématique. À peine âgé d'une vingtaine d'années lorsqu'il accède au pouvoir, il assure pendant de longues années la sécurité de son peuple. Son règne est marqué par le courage, la détermination et des décisions visionnaires. Son pouvoir repose sur les richesses du désert, de la mer et des oasis, couvrant un vaste territoire, allant de Liwa à Al Ain et Abu Dhabi. En 1793, le Sharboud bin Diab prend le pouvoir sur les Al-Falah en succédant au Cheikh Diab, premier fondateur d'Abu Dhabi. Sous son commandement, les tribus commencent à s'étendre d'abord vers Abu Dhabi, puis vers Al Ain. Elles occupent un triangle important formé par Al Ain, Abu Dhabi et Liwa.
À l'époque, il fallait 7 jours à dos de chameau pour aller d'Abu Dhabi à Al Ain. Abu Dhabi se spécialise dans la pêche perlière et les revenus collectés assurent une grande partie des ressources de l'ensemble des tribus. Leur lieu de villégiature reste l'oasis de Liwa, puis Al Ain. Les conditions climatiques étant trop difficiles toute l'année à Abu Dhabi, où les pénuries d'eau sont importantes. En 1833, une tribu prend son indépendance et quitte les Baniyas pour rejoindre Dubaï, où elle s'installe à Bour Dubaï. Il s'agit de la tribu des Abu Flassa, conduite par la famille Al Maktoum, nom de l'actuel cheikh de Dubaï, qui faisait et fait toujours partie des Baniyas. Le départ de la tribu des Abu Flassa, très nombreux en nombre, n'aide pas la tribu des Baniyas, notamment face aux incursions venant du sud. Et elle perd progressivement de son influence au profit d'autres familles, attirées par Dubaï. Les grands dirigeants osent entreprendre, et souvent ils réussissent. Cette terre, convoitée pour ses richesses, exige régulièrement des combats pour garantir la sécurité de sa population. L'histoire de Bouraimi, comme nous le verrons plus loin, en est un excellent exemple. Heureusement, un dirigeant éclairé comme le cheikh Zayed bin Khalifa assura la stabilité des Baniyas. En 1855, le jeune cheikh Zayed bin Khalifa, âgé de seulement 20 ans et exilé à Dubaï depuis 5 ans, s'empare du pouvoir et tue en 1867 lors d'un duel le dirigeant de Sharjah, le cheikh Khaled bin Sultan. Les Baniyas récupèrent alors des hommes en intégrant une nouvelle tribu, ainsi que la région de Sharjah. Ils retrouvent leur influence passée, tant en nombre de guerriers qu'en superficie territoriale. Cheikh Zayed bin Khalifa devient une légende guerrière. Et, un an plus tard, en 1869, avec l'aide du sultan d'Oman, il parvient à expulser sans combat les voisins saoudiens qui occupaient l'oasis de Bouraimi, composé de 7 villages dont Al Ain. Ils avaient essentiellement acheté le soutien de la population très pauvre en distribuant des repas. Nous reparlerons plus tard de Bouraimi, car cette oasis a constitué un véritable sujet de tension avec les voisins saoudiens, une sorte de caillou dans la babouche. Cheikh Zayed bin Khalifa régnera jusqu'en 1912 et s'éteindra de mort naturelle après un règne de plus de 57 ans. Après un tel règne, une période trouble s'ouvre. Elle n'envie rien aux régicides que les cours européennes ont pu connaître. Des chéricides s'enchaînent pour savoir qui prendra le pouvoir du pays, alors que le monde connaît la Première Guerre mondiale. Jetons un voile pudique sur cette période que l'on ne peut ignorer et faisons une parenthèse dans cette suite de succession. C'est l'âge d'or de la perle aux Émirats, avec des pêcheurs expérimentés et une réputation mondiale favorisée par le commerce des comptoirs indiens britanniques, extrêmement demandeurs de perles. Preuve de son utilisation très ancienne par l'humanité, une perle a été découverte dans une tombe datant de 5500 ans avant Jésus-Christ aux Émirats arabes unis. Mais revenons à nos pêcheurs. La confiance accordée à celui qui assurait la sécurité de l'équipage à bord du bateau était alors essentielle. Ils peuvent effectuer jusqu'à 200 plongées par jour, à des profondeurs comprises entre 6 et 20 mètres, sans bouteille de plongée. Ils s'entassent à bord des dos et ne disposent que de l'équivalent d'un verre d'eau à boire dans la journée, ainsi que de quelques dattes comme unique repas. Celui qui rapporte le plus d'huîtres a le privilège de déjeuner avec le capitaine, à l'abri du soleil sur le pont arrière. Le soir venu, il est temps d'ouvrir les huîtres et de récupérer les perles. En moyenne, une huître sur 100 contient une perle. Ces perles ornaient les colliers et bijoux des plus grandes dames des cours européennes. Elles procuraient également des revenus importants aux habitants de la région, grâce à une répartition relativement équitable des richesses. Pour l'Europe, mais aussi pour la Turquie, la perle est un symbole de pouvoir pour les rois et de pureté pour les reines. Ces dernières écoutaient les paroles du curé d'Ars. Une âme pure est comme une belle perle. Tant qu'elle reste cachée dans sa coquille, au fond de la mer, personne ne songe à l'admirer. Mais exposez-la au soleil, et cette perle rayonne et attire tous les regards.
Pour votre information, à Ras Al Khaimah, il est aujourd'hui possible de visiter une ferme perlière, Suwaidi Pearls Farm, de découvrir l'histoire de ses plongeurs et de visiter un ancien dos. Mais cet âge d'or ne devait pas durer. L'invention de la perle de culture par un Japonais, combinée au bouleversement provoqué par la Première Guerre mondiale, allait profondément fragiliser cette économie. Les habitants durent alors traverser une longue période de difficultés, sans ressources ni revenus, véritable traversée du désert au sens propre comme au figuré. En 1928, Cheikh Sharbout bin Sultan prend le pouvoir et régnera de 1928 à 1966. C'est une période charnière de transition entre tradition et modernité. Son règne est marqué également par une forme de prudence, parfois même de méfiance face au progrès de la science. Il est également utile de replacer le contexte historique de l'époque. La fin de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le décollage économique qui s'ensuit partout dans le monde. Le monde s'est ouvert, les Émirats sont connus, et il profite de cette période pour faire avec son frère de nombreux voyages à l'étranger. Il découvre ainsi d'autres cultures, d'autres architectures, d'autres manières de penser. Il profite de ces visites pour mettre en place les bases novatrices qui permettront aux EAU de passer dans le monde moderne, mais reste méfiant face à toute nouveauté. L'électricité, les voitures, les usines de désalinisation, le pétrole s'invitent dans le monde entier. La découverte de pétrole par le commandant Cousteau sur l'île de Das transforme profondément le pays. Malgré cette manne financière, rien n'est fait pour développer les écoles, le commerce, le réseau routier, l'électricité. Des usines de désalinisation voient le jour, mais sans les produits ad hoc ou les routes pour pouvoir y accéder, voire même sans raccord à l'électricité. Les véhicules, camions et voitures commencent à arriver, mais seuls les 4x4 sont fiables. L'eau saumâtre reste la règle pour la plupart des Émiriens. En clair, Cheikh Sharbout bin Sultan, éclairé jusqu'à présent dans la conduite des hommes, n'est pas favorable à leur éclairage et reste très réfractaire au progrès. L'essence est distribuée dans des fûts par des commerçants locaux. L'électricité est réservée au palais présidentiel, le Ksar al-Hosn. Mais il a fallu 5 ans pour convaincre Cheikh Sharbout bin Sultan que cela n'était pas dangereux. Il refuse les constructions d'habitations à étages dans Abu Dhabi, car il y voit un signe de pouvoir pour les Britanniques. En 1962, le premier pétrolier quitte l'île de Das avec le pétrole d'Abu Dhabi, sans qu'aucun Émirien ne soit au courant. Bon, c'est normal, ils n'ont pas l'électricité. Les Britanniques, qui ont l'exclusivité du pétrole par les accords de 1892, font venir de la main-d'œuvre étrangère, mieux payée et mieux considérée que les natifs du cru. En 1963, éclate la première grève des Émiriens, la grogne couvée depuis longtemps. Les caisses d'Abu Dhabi se remplissent grâce aux subsides du pétrole. Mais aucun argent n'est dépensé, ni pour la famille du cheikh, ni pour les Émiriens. Cheikh Sharbout bin Sultan thésaurise à la manière d'un Picsou en ne dépensant rien. Les Émirats sont riches sans vraiment le savoir. En 1935, les cheikhs concluent un accord avec les Britanniques pour l'exploration pétrolière de leur territoire. Mais il n'est pas encore question d'exploitation. Cheikh Sharbout dort avec des liasses de billets sous son lit, véridique, et décide de les mettre dans un coffre-fort lorsque les rats commencent à s'en prendre aux billets. Ce premier accord permet au Cheikh Sharbout bin Sultan de recevoir une importante somme d'argent des Britanniques, et il entreprend la construction de l'extension du Ksar al-Hosn d'Abu Dhabi entre 1936 et 1939. Un petit focus sur l'influence britannique dans la région me semble essentiel. Et après avoir déjà fait quelques sauts temporels dans cette présentation, vous me permettrez de revenir un peu dans le passé. En 1835, très présents dans cette région en raison de leur colonie indienne et du besoin d'un port d'escale, les Britanniques décidèrent de rassembler tous les cheikhs présents sur la péninsule pour signer un accord de non-agression renouvelable annuellement. Les guerres entre tribus entravaient leur commerce. Ils jouèrent la carte de la cohésion en agissant comme des messagers ou des diplomates pour faciliter les relations entre les cheikhs, et ce, bien évidemment, dans le but de consolider leur pouvoir. En 1853, cet accord de non-agression annuel devint permanent. En 1892, pour combattre la présence française et d'autres nations qui leur faisaient de l'ombre, pourtant vu les chaleurs ici c'était plutôt bien vu, les Britanniques signèrent un traité d'exclusivité, notamment pour les ports.
Heureusement, la présence de pétrole aux Émirats arabes unis n'était pas encore connue. Cet accord de protectorat britannique durera jusqu'en 1971. Ce sont les clauses de cet accord célèbre que le cheikh de Dubaï n'avait pas lues comme nous le verrons plus tard. En 1935, les cheikhs s'entendent avec les Britanniques pour autoriser l'exploration pétrolière de leur zone. Mais il ne s'agit pas encore d'exploitation. Ce premier accord permet à Cheikh Sharbout bin Sultan de récupérer une somme d'argent importante venant des Britanniques, et il entame la construction de l'extension du Ksar Al Hosn d'Abu Dhabi de 1936 à 1939. En aparté, il vaut vraiment le coup d'aller visiter ce fort qui est un monument remarquable et magnifique. En 1937, les cheikhs se divisent entre eux, et le cheikh de Dubaï ouvre grand la porte, ou plutôt le robinet, aux Britanniques en accordant l'extraction pétrolière sur son territoire. En 1938, les cheikhs de Ras Al Khaimah, de Sharjah et Kalba emboîtent le pas. Le cheikh Sharbout bin Sultan, conscient qu'il ne doit pas manquer cette opportunité, signe également cet accord en 1939. Hélas pour lui, les médias n'étaient pas aussi présents qu'aujourd'hui et ne l'ont pas averti des informations sur la guerre en Europe. Il voit son action stoppée brutalement par la Seconde Guerre mondiale et ne tire aucun profit du pétrole pendant 5 ans, tandis que Dubaï avait commencé son enrichissement 3 ans avant la guerre. Après la guerre, avec plus de liquidités financières que les autres cheikhs, le cheikh de Dubaï convoite le territoire de son voisin d'Abu Dhabi et décide de s'emparer d'Abu Dhabi par la force et par la mer. Sûr de lui, il pense que les Britanniques prendront son parti parce qu'il est le premier des cheikhs à avoir ouvert le robinet du pétrole pour eux. Malheureusement pour lui, il a sous-estimé le rôle des Britanniques en tant qu'arbitres internationaux. Il siffle une faute et lui donne un énorme carton rouge. Le cheikh Sharbout bin Sultan a montré en quelque sorte le replay de la vidéo, en s'appuyant sur les accords de 1892 qui stipulent qu'aucun cheikh ne pouvait attaquer un autre État par la mer. Quand on est anglais, on ne badine pas avec les règles. Après tout, ils ont inventé le fair play. Le cheikh de Dubaï est obligé de quitter Abu Dhabi avec ses troupes en payant une énorme amende à Abu Dhabi. Comme quoi les règles d'un... Avec cette slide, nous faisons un retour sur l'ère pétrolière aux Émirats. Un point essentiel qui permet de comprendre comment Dubaï avait pu doubler les autres Émirats à l'époque. Dubaï est la locomotive et Abu Dhabi le dernier wagon. L'histoire du lièvre et la tortue version émirienne. En fait, ce rythme plus lent d'Abu Dhabi permettra de réunir toutes les conditions pour faire émerger un homme providentiel, comme nous allons pouvoir le voir par la suite. En 1946, Cheikh Zayed bin Sultan est désigné par son frère comme gouverneur et comme représentant du souverain pour la région d'Al Ain. Pragmatique et attentif aux autres, il modernise l'agriculture. Et en tant que représentant du souverain à Al Ain, Cheikh Zayed bin Sultan fait éclore l'ancienne oasis, au sens propre comme au sens figuré. Il reboise la région, mène un programme d'irrigation innovant pour les terres, abolit les privilèges, n'hésite pas à partager l'eau, la ressource ultime, en révisant les titres de propriété des sources, y compris pour sa propre famille. Il met en œuvre un plan d'urbanisation et redistribue les richesses. Al Ain retrouve sa splendeur passée et devient un point essentiel pour les échanges du marché local. Les Anglais ne s'y trompent pas, ce qui explique pourquoi ils viendront le chercher en 1966. Al Ain aura été en quelque sorte le laboratoire et le berceau de ce que deviendront les Émirats arabes unis sous son règne. Cette image à elle seule résume parfaitement la pensée émirienne. Ces hommes fascinants ont été façonnés par le désert. Celui qui, à mon sens, a le mieux décrit la vie des Bédouins demeure Sir Wilfrid Thesiger. Je vous invite à lire ses œuvres, Le désert des déserts ou La vie que j'ai choisie. En aparté, dans la prochaine saison, je vous recommanderai un grand nombre d'ouvrages à lire si vous voulez comme moi connaître en détail l'histoire de ce pays. Il partage de manière très détachée et non romancée toutes les qualités de ses compagnons de route, de leur famille, de leurs animaux, que ce soit les dromadaires ou les faucons. Il faut avoir passé du temps dans le désert pour se sentir humble et respectueux, à la fois de ces paysages magnifiques, changeants, à la fois en termes de couleurs mais aussi en physionomie, avec les transformations des dunes, le vent, le sable qui vole, la chaleur écrasante et parfois la fraîcheur s'apparentant au froid.
les yeux brûlés par la réverbération et la chaleur brûlante du soleil, ainsi que par le sable s'insinuant partout. Et pourtant, ces hommes ont tenu, ont apprivoisé cette nature hostile pour y faire vivre leur famille. Ils ont appris à se contenter de peu, voire de rien, et partager avec les autres, même quand ils n'ont rien, parfois même avec leurs ennemis lorsqu'une trêve était décrétée. Ils ont appris à faire face à des situations dramatiques lorsque l'oasis est à sec, que les familles sont là et que les bêtes ont soif. Ils ont appris à boire de l'eau saumâtre, qu'ils aromatisent pour mieux apprécier les eaux des sources, à ne manger que des dattes et boire du gruau quand la viande vient à manquer, à marcher avec les pieds en sang pour soulager les bêtes, tout en étant capable de faire des kilomètres de plus pour pouvoir les abreuver. Leur ADN est fait de résilience, de courage, de partage, de respect de la parole donnée, de cohésion, d'observation, que ce soit des hommes, des bêtes, du désert, de la météo, des ennemis. Lorsque l'on comprend tout cela, on sait pourquoi les Émiriens réussissent tout ce qu'ils entreprennent, et qu'un échec n'existe pas dans leur vocabulaire, car il est synonyme d'expérience. Tessiger, au cours de ses longues méharées dans le désert, va rencontrer Sherzayed bin Sultan. Une vraie amitié se développe, et elle se concrétise par des échanges quotidiens, au sein et en dehors du Ksar al-Watan, le fort d'Al-Ain, mais aussi par de longues expéditions de chasse pour capturer des outardes et des lapins à dos de chameaux avec les faucons au cœur de l'immensité du désert. Sherzayed bin Sultan va même jusqu'à prêter à Tessiger sa chamelle préférée, surnommée Ghazala, réputée être la plus belle de tous les chameaux des États de la Trêve. Tessiger décrit un mode de vie très pauvre, très rude, très dur, mais avec des gens authentiques, qui respectent leurs paroles et se connaissent intimement grâce à la solitude du désert. Il le résume ainsi. Les hommes vivent là parce que c'est le monde dans lequel ils sont nés. La vie qu'ils mènent est celle que leurs ancêtres ont menée avant eux. Ils acceptent les épreuves et les difficultés. Ils ne connaissent pas d'autre chemin. Tout est dit. Le 6 août 1966, le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, surnommé le sage des Arabes, et quand on voit sa vie on comprend pourquoi, renverse son frère le cheikh Charboun bin Sultan avec le soutien des clans d'Abu Dhabi. Les Anglais n'interviennent pas. Cela faisait déjà 3 ans qu'ils courtisaient Sherzayed à Al-Ain. Sherzayed bin Sultan Al Nahyan trouve son frère timide et dépassé, et de fait, il l'exile en Suisse. Il arrive au pouvoir par un coup d'État, sans aucune effusion de sang. Cela marque le début de l'ère de la Dijdash, ce noble vêtement blanc émirien avec des poches. Enfin, les Émiriens pourront y mettre des choses. 3 ans plus tard, Sherzayed bin Sultan permet même à Cheikh Charboun bin Sultan de revenir à Al-Ain. Ce retour provoque de grosses gouttes de sueur, non pas à cause de la chaleur, mais par inquiétude, chez nos amis anglais, qui ne comprennent pas les acclamations de la population à son retour à l'aéroport et imaginent qu'il va reprendre sa position. C'est une méconnaissance de l'esprit bédouin, qui sait pardonner. En ce sens, les filles de la Cheikha Salma bin Bouti al-Maktoum ont tenu la promesse faite à leur mère, qui leur avait fait jurer de ne jamais verser une seule goutte de sang entre eux. Pour l'anecdote, les 2 frères se sont toujours appréciés. Et Cheikh Charboun bin Sultan a sauvé son frère d'une mort certaine dans sa jeunesse, en tuant un serpent à sonnette qui s'approchait de Sherzayed bin Sultan pendant son sommeil, dans le désert, par un tir de fusil précis. Sans ce tir et cette vigilance, le visage des Émirats aurait pu être changé par un sordide serpent à sonnette. Sherzayed bin Sultan Al Nahyan offre des maisons à chaque Émirien et donne notamment des terres à cultiver aux Émiriens autour des oasis d'Al-Ain et de Liwa. Cette région devient, en quelque sorte, le grenier à date des Émirats. Il développe des écoles, des hôpitaux, grâce notamment à l'argent mis de côté par Cheikh Charboun bin Sultan, en forçant les Anglais à investir aussi dans la construction et en jouant de son amitié avec le roi de Jordanie, qui fournit des enseignants jordaniens et palestiniens. Il autorise la construction de bâtiments à Abu Dhabi. Nous découvrirons tout cela dans la prochaine saison. Ainsi se termine la première saison. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez un maximum. Merci et à bientôt.